Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur Vox Africa. Je suis Fanny Wegscheider. Votre point quotidien sur l'actualité africaine et internationale, c'est tout de suite dans Vox Flash. Ouvrons notre journal de ce jeudi 25 février au Soudan du Sud. Nous en savons désormais un peu plus sur l'attaque de mercredi 17 février dernier dans un camp de déplacés du pays qui a fait au moins 18 morts et 90 blessés. Pour le Haut-Commissariat des Nations Unies aux réfugiés, des soldats de l'armée gouvernementale du pays seraient impliqués dans ces exactions ainsi que dans l'incendie du site et les pillages de 2 cliniques de campagne. Conséquence, au moins 26 000 des 48 000 déplacés de ce camp onusien ont fui le site où ils sont censés être protégés. D'après les explications fournies par la mission des Nations Unies au Soudan du Sud, des combats ont éclaté entre des membres de 2 ethnies rivales, des Dinka et des Chilouks. Des soldats de l'armée populaire de libération du Soudan seraient ensuite entrés dans le camp et des humanitaires sur le terrain auraient notamment fait état de tirs. Malakal, qui est la capitale de l'État riche en pétrole du Haut-Nil, est aussi l'un des principaux sites de conflit depuis l'éclatement de la guerre civile en décembre 2013 au Soudan du Sud. Alors même si la ville est sous le contrôle des forces gouvernementales, elle reste très proche des zones rebelles. Je vous propose d'écouter Elisabeth Deng, une chercheuse sur le Soudan du Sud, qui intervient suite à l'attaque de Malakal. Elle interpelle notamment le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon. Il y a eu des violences dans un camp de protection des civils. Des rapports indiquent que cela inclut des attaques par des forces gouvernementales qui ont visé des lieux de protection des civils. Donc, nous appelons M. Ban Ki-moon à soulever le problème avec Salva Kiir, d'appeler à une enquête rapide et transparente du gouvernement, particulièrement sur les accusations de l'implication des forces gouvernementales. Nous voulons aussi qu'il fasse pression pour l'instauration rapide de la cour hybride sur le Soudan du Sud par l'Union africaine, qui a été prévue par l'accord de paix de 2015. Nous sommes aussi inquiets car l'incident de Malakal semble indiquer la faiblesse de la capacité des casques bleus à garantir la sécurité des populations au sein des lieux de protection des civils. Donc nous voudrions que M. Ban Ki-moon appelle à un examen interne du rôle que les casques bleus ont joué et leur réponse aux attaques et qu'il s'assure que toutes les mesures ont été prises pour améliorer la sécurité de ces camps de protection des civils. Nous pensons que cet incident illustre les tensions globales, que les gouvernements et les acteurs armés violent totalement les lois de la guerre. Et deuxièmement, qu'ils sapent les systèmes qui sont censés protéger les droits de l'homme. Le Soudan du Sud, toujours, et les conséquences de la guerre civile. Des centaines de milliers de personnes sont déplacées dans ce pays et 122 000 rien que dans le camp de Bentiu, le plus grand du pays. Sur ce site, un programme de l'Organisation internationale pour les migrations tente d'apporter un soutien psychosocial aux réfugiés et en particulier aux femmes qui ont perdu des proches dans le conflit. Les chiffres sont éloquents. Une récente étude du Programme des Nations Unies pour le développement indique que 65% des personnes déplacées au Soudan du Sud auraient perdu un proche à cause du conflit et souffriraient de troubles psychologiques, comme par exemple la dépression ou encore des tendances suicidaires. Un chiffre qui atteindrait même les 100% dans certains villages. Le camp de Bentiu est l'une des 7 bases de l'Organisation des Nations Unies réparties dans tout le Soudan du Sud. Pour les bénéficiaires du programme de soutien psychosocial offert par l'OIM, l'abri du camp est un soulagement vital. Écoutez. Depuis que la guerre civile a éclaté, beaucoup de personnes ont vécu des atrocités et vu des choses horribles. Nous nous réunissons pour partager des témoignages afin que les personnes ne se sentent plus seules. Elles parlent des mêmes questions lors de groupes de discussion. Les personnes se concentrent donc sur ces choses plutôt que sur ce qu'elles ont perdu. Oublier ce qui s'est passé est lié, selon moi, à un retour à la normale. Il s'agit de retrouver une routine, avoir une vie normale autant que possible. Quand j'ai appris que mon fils avait été tué à Juba avec 2 frères, j'ai été choquée, c'était douloureux. J'ai été emmenée au centre de santé. J'ai été amenée ici au site de protection des civils et je ne comprends toujours pas ce qui s'est passé. Tout ce qui est arrivé à ma famille, mon choc. Je n'étais même plus capable de parler. Après avoir rejoint ce groupe de femmes qui participent au programme de l'OIM,
J'ai recommencé à retrouver le sourire. Nous partageons la même histoire et je me suis rendu compte que je ne suis pas la seule touchée par la guerre. Ban Ki-moon, dont nous parlions tout à l'heure, interpellé par Amnesty International sur l'attaque du camp de déplacés de Malakal, poursuivait hier sa visite en République démocratique du Congo. En marge de la conférence sur les investissements du secteur privé dans la région des Grands Lacs, le secrétaire général des Nations Unies a tenu à rappeler l'importance des droits de l'homme pour la paix et la stabilité dans le pays. Il s'était également dit préoccupé par le retard pris par le processus électoral en République démocratique du Congo, où les tensions semblent croître quant à un troisième mandat possible du président Joseph Kabila. Écoutez. J'ai eu l'opportunité de rencontrer le président Kabila, le premier ministre Mataya Ponyo, des représentants des partis d'opposition et de la société civile. Je les ai appelés à s'engager dans un dialogue politique. Je leur ai rappelé de mettre les intérêts du peuple au centre. Je les ai exhortés à travailler pour un processus électoral crédible et ouvert en accord avec la Constitution. Plus que tout, le respect des droits de l'homme est critique à la paix et la stabilité. Je continue d'encourager les acteurs politiques à se mettre d'accord sur un calendrier électoral consensuel. Le dialogue national proposé par le président, si ouvert, crédible et mené en accord avec la Constitution, pourrait aider à gérer les tensions et créer un environnement menant à des élections paisibles, transparentes et justes. Et au cours de cette intervention, le secrétaire général des Nations Unies s'est particulièrement inquiété de la restriction de l'espace politique en République démocratique du Congo. Hier encore, 6 jeunes militantes du mouvement citoyen Lutte pour le changement ont été condamnées à 2 ans de prison ferme pour incitation à la révolte après une grève générale décrétée par l'opposition le 16 février dernier contre le pouvoir. Nous vous le disions hier dans notre journal du soir, l'Afrique du Sud a présenté un budget d'austérité, tant le pays craint une dégradation de sa cote par les agences de notation financière. Solution proposée par le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan, augmentation d'impôts plus réduction des dépenses publiques et une ouverture aux investissements privés dans les entreprises publiques en difficulté, une privatisation qui ne dit pas son nom. Dans l'opposition, en tout cas, le nouveau budget est vivement critiqué. Je vous propose d'écouter. Le temps fort pour moi, c'était lorsqu'il a reconnu la contribution du parti EFF au financement illicite, parce que l'EFF n'a pas cessé d'insister sur ce point depuis son arrivée au Parlement. En tant que représentant de l'Alliance démocratique, je voudrais juste dire que nous sommes déçus par le discours sur le budget. Je ne pense pas que le ministre puisse répondre aux défis de la crise imminente, d'une possible dégradation de la note par Fitch & Moody et d'autres agences de notation. Nous pensions que le ministre allait annoncer des coupes importantes des dépenses, notamment sur la consommation. Par exemple, sur le cabinet gonflé du président Jacob Zuma, avec lequel nous pourrions économiser 4,7 milliards de rands par an. Restons en Afrique du Sud où le secteur de l'énergie connaît une avancée notable. Une ferme solaire d'une capacité énergétique de 86 MW va être réalisée. Le marché a été remporté par le chinois Jiaso ou JA Solar, l'un des plus grands fabricants du monde de produits d'énergie solaire de haute performance. En partenariat avec deux entreprises sud-africaines, Solar Capital Limited et Black Enterprise Empowerment, JA Solar aura la charge de la production commerciale exclusive d'énergie en Afrique du Sud à partir de 2017. Et ce dans le cadre du projet solaire dénommé Orange. Le projet fait partie du programme en faveur des producteurs indépendants d'électricité par les énergies renouvelables, un programme lancé par le gouvernement sud-africain en 2011 afin de répondre à la forte demande de développement local d'énergie nouvelle qui émane de plusieurs provinces du pays. Le solaire, c'est l'une des voies menant à l'accès à l'énergie en Afrique, tout en préservant l'environnement. C'est justement dans ce cadre que la ministre française de l'Environnement et de l'Énergie, Ségolène Royal, était en visite en Égypte mardi. Celle qui est aussi la présidente de la COP21, la conférence sur l'environnement qui s'est tenue en France, cherche à transformer justement l'accord de Paris en action. Parmi ces actions, le développement des énergies renouvelables, donc sur le continent africain. L'Afrique est un des continents les plus impactés par le réchauffement climatique et le moins responsable du réchauffement climatique, c'est-à-dire celui qui utilise le moins des énergies fossiles. Et par conséquent, si la communauté mondiale qui s'est engagée sur cet accord de Paris doit passer des paroles aux actes, c'est bien sur le continent africain que nous devons le faire.
Le président a confirmé qu'il serait présent le 22 avril à New York, et ça c'est très important parce qu'il peut entraîner d'autres chefs d'État et de gouvernement aussi à venir. 10 milliards d'euros, 10 milliards de dollars qui ont été promis pour l'électrification de l'Afrique. La France en met 2, parce que la France s'est beaucoup engagée, donc il y a aussi une très forte attente à l'égard de la France. Et donc je viens un peu avec ces deux compétences, à la fois la ministre française de l'énergie et en même temps, bien évidemment, la présidente de la COP. Et après l'Égypte, la tournée africaine de Madame Royale la conduira ensuite en Éthiopie, en Côte d'Ivoire, puis en Guinée et au Sénégal. À l'international, une protestation a eu lieu hier dans la ville turque de Diyarbakir. Une centaine de manifestants étaient rassemblés pour dire non à l'occupation de la ville par les forces de l'ordre et au couvre-feu partiel qui est imposé depuis le 2 décembre dans cette grande ville du sud-est de la Turquie, une région à majorité kurde. La manifestation d'hier a été dispersée par la police qui a notamment lancé des canons à eau ou encore des gaz lacrymogènes contre les protestataires, certains répondant par des jets de pierre. Depuis près de 3 mois maintenant, l'armée et la police turque ont lancé une opération de grande ampleur destinée à reprendre le contrôle des zones entières où des jeunes militants armés du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, défient l'État en y déclarant l'autonomie du pays. Retour en Afrique pour terminer ce journal. En Égypte, des adolescents pauvres rêvent de célébrité et pour eux, se sortir de l'avenir morose que propose leur pays à l'économie en berne et où l'ascenseur social ne fonctionne pas pour ceux qui ne sont pas bien nés, eh bien une seule solution, avoir la chance d'être repéré dans un casting de mannequins. Reportage. Changement de garde-robe dans un parc huppé du Caire, ces ados égyptiens se font beaux pour l'objectif. Leur rêve, devenir des stars et partir à la chasse aux likes sur les réseaux sociaux. En multipliant les poses dans des endroits chics et avec des vêtements à la mode, ils espèrent un jour être repérés pour tourner dans des pubs ou être appelés pour un casting. Même si leurs vêtements ne sont pas pour tous les goûts. Ma mère aime beaucoup ma coupe de cheveux, mais ça ne plaît pas trop à mon père, je le sais. Et il n'aime pas ce pantalon parce qu'il trouve qu'il est trop serré. Il pense que ce style est pour les filles. Ces jeunes venus de quartiers défavorisés du Caire rêvent tous de marcher dans les pas de Sonek Diab. Ce mannequin égyptien de 21 ans a commencé comme eux, en se faisant photographier au lycée, et il a déjà tourné dans 2 publicités. Il y a des gens en Égypte qui deviennent célèbres sans chanter ou être acteurs, juste parce qu'ils sont photographiés, parce qu'ils prennent soin d'eux, avec un bon photographe qui fait une belle photo, propre. Donc ils commencent à être célèbres, à recevoir des likes sur leurs photos. Et beaucoup des jeunes mineurs en Égypte veulent faire pareil. Alors que l'économie égyptienne est en berne, les ados des quartiers pauvres rêvent de succès grâce à Internet. Sur Facebook et Instagram, des comptes spécialisés ont même été créés. Mais avec leur style parfois provoquant, ils brisent des tabous dans cette société conservatrice. Pour ce sociologue, le pays n'est pas prêt à les accepter. La société égyptienne n'accepte pas le changement. Elle n'accepte pas la diversité. Parfois, ce rejet se transforme en violence. Parfois, il se transforme en punition de l'État. Ce n'est pas le premier phénomène du genre. Dans les années 90, l'État a déjà accusé des jeunes qui jouaient du heavy metal d'être des adorateurs du diable et il les a emprisonnés. Ils sont des centaines chaque jour à arpenter les beaux quartiers du Caire pour se prendre en photo devant des voitures de sport ou des villas. Seul espoir de succès pour ces jeunes sans avenir, alors que les 10-24 ans représentent un tiers de la population égyptienne. C'est la fin de ce Vox Flash du jeudi 25 février. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec grand plaisir demain vendredi pour votre point quotidien sur l'actualité. En attendant, passez une excellente journée et une bonne suite de programmes sur Vox Africa.